Terre-Neuve était en pleine transformation au début du 19e siècle. La pêche migratoire cédait la place à une industrie de plus en plus sédentaire et la population permanente augmentait rapidement. L'île connaissait aussi une plus grande diversification. C'était particulièrement le cas dans les colonies plus vastes de la péninsule d'Avalon. En plus des familles de pêcheurs et des marchands, il y avait aussi des avocats et des médecins, des cordonniers, des horlogers, des journalistes, des boulangers et d'autres travailleurs. L'agriculture occupait également une place de plus en plus importante dans la colonie. Parallèlement à la transformation démographique, beaucoup de gens réclamaient un nouveau système de gouvernement. Depuis 1729, la Grande-Bretagne nommait des gouverneurs de la marine pour diriger la colonie. Il s'agissait d'officiers de la marine royale qui commandaient l'escadron maritime protégeant les flottilles de pêche à Terre-Neuve et Labrador. La plupart de ces gouverneurs vivaient sur l'île quelques mois par année seulement, habituellement de juillet à novembre, alors que la pêche migratoire battait son plein. Les gouverneurs de la marine nommaient aussi les juges, les agents de police et les autres fonctionnaires qui aidaient à maintenir la loi et l'ordre. Au début du 19e siècle, beaucoup d'habitants de Terre-Neuve voulaient exprimer leur opinion au sujet de la gouvernance de la colonie. Un mouvement de réforme s'est alors organisé dans le but de faire du lobbying en faveur de l'établissement d'un gouvernement représentatif. Ce système de gouvernance allait permettre aux citoyens d'élire des candidats de la région à la Chambre d'Assemblée locale. Le mouvement de réforme a commencé à germer en 1811. Cette année-là, la Grande-Bretagne a adopté une nouvelle loi mettant fin à la gratuité de certaines installations de pêche à St. John's. Désormais, quiconque voulait les utiliser devait payer des droits de location. Beaucoup de résidents se sont opposés à ce changement, en affirmant qu'il était malhonnête que le gouvernement s'empare de biens publics sans d'abord consulter la population. Ils pensaient aussi que si le gouvernement recueillait de l'argent de la population, celle-ci devait avoir son mot à dire à propos de la manière dont il était dépensé. L'un des plus fervents détracteurs du gouvernement était William Carson. Ce médecin écossais s'était établi à St. John's en 1808. Il a publié le premier pamphlet de la colonie en janvier 1812, accusant le gouvernement naval d'être une administration injuste et oppressive. Il a écrit qu'un gouverneur de la marine était habitué qu'on lui obéisse sans poser de questions, que ses ordres soient dictés par la justice ou l'injustice, par la raison ou des opinions erronées. En 1813, Carson a fait circuler un autre pamphlet faisant la promotion d'un gouvernement civil composé d'un gouverneur habitant sur l'île en permanence, d'un Sénat et d'une Chambre d'Assemblée. Le soutien de la population a continué de croître au cours des années suivantes, notamment à cause du ralentissement économique qui a frappé la colonie en 1815. Le prix du poisson s'est effondré sur les marchés internationaux et une succession d'hivers éprouvants a aggravé les conditions de vie des habitants. En 1817, des incendies ont ravagé St. John's en laissant des milliers de personnes sans logis. Le printemps de cette année-là, les glaces dangereuses ont forcé l'immobilisation de la flottille de chasse aux phoques, privant ainsi des familles déjà démunies d'une source de revenus supplémentaires. Certains résidents ont accusé le gouvernement d'ignorer les besoins des pauvres. Ils ont commencé à douter de sa capacité de diriger la colonie malgré les temps difficiles. Carson et d'autres réformateurs ont continué à prôner l'établissement d'un gouvernement permanent qui serait habilité à adopter des lois d'intérêt local. En 1817, la Grande-Bretagne a répondu en demandant au gouverneur de la marine d'habiter sur l'île toute l'année. Le mouvement de réforme a gagné du terrain en 1820, au moment où il s'est attaqué au système judiciaire. Cet été-là, lors de 2 procès distincts, les pêcheurs James Landrigan et Philip Butler ont été accusés de devoir de l'argent à des marchands, mais ils ont omis de se présenter devant un tribunal après avoir reçu une citation à comparaître. Les juges
John Lee et David Buchan ont déclaré qu'ils s'étaient rendus coupables d'outrage au tribunal et les ont condamnés à être fouettés publiquement. Ils ont aussi expulsé les deux hommes de leur logis, avec femmes et enfants. Beaucoup de gens de Terre-Neuve jugeaient ces sanctions inutilement sévères. Les réformateurs ont profité du mécontentement de la population pour attirer sa sympathie envers leur mouvement. Ils affirmaient que le gouvernement et les tribunaux n'étaient plus au diapason de la société contemporaine et n'avaient plus la compétence nécessaire pour diriger la population. Les réformateurs ont condamné le gouvernement pour avoir nommé des juges suppléants n'ayant aucune formation juridique. Un des juges ayant présidé les procès de Lundrigan et Butler était un commandant de la marine. L'autre était membre du clergé. Les réformateurs ont demandé que les tribunaux auxiliaires soient démantelés et remplacés par des tribunaux de juridiction civile présidés par des juges qualifiés. L'affaire Lundrigan-Butler a été très favorable au mouvement de réforme. Les deux accusés étant catholiques, cela leur a valu la sympathie de l'importante communauté irlandaise de l'île et des représentants de l'Église. Le mouvement a gagné des adeptes en dehors de St. John's, notamment dans les villages côtiers. Il a également obtenu le soutien de Patrick Morris, un marchand influent qui avait récemment quitté l'Irlande pour venir s'établir à St. John's. Morris s'est joint à William Carson comme l'un des porte-paroles du mouvement. En 1821, les réformateurs ont fait parvenir une pétition au gouvernement britannique. Ils ont dénoncé le système judiciaire de la colonie et réclamé une assemblée composée de membres élus. La Grande-Bretagne a refusé d'accorder à la colonie sa propre assemblée législative, mais elle a réorganisé entièrement le système judiciaire en 1824. L'année suivante, elle a mis fin au système des gouverneurs de la marine en nommant Sir Thomas Cochrane premier gouverneur civil de Terre-Neuve. Les réformateurs étaient satisfaits de tous ces changements, mais ils ont continué à faire pression pour avoir une législature dûment élue. Les journaux et les imprimés ont commencé à jouer un rôle important au sein de leur mouvement. Le premier journal a été publié dans la colonie au début du 19e siècle. Ces publications ont eu une importance capitale pour les réformateurs, car elles offraient aux résidents une plateforme où ils pouvaient débattre du système de gouvernement. Les journaux locaux publiaient des lettres à l'éditeur décrivant les avantages et les inconvénients de la réforme politique, tandis que Carson et les autres réformateurs faisaient circuler des pamphlets de protestation pour défendre leur cause. Le mouvement de réforme a gagné du terrain une fois de plus en 1828, lorsque le gouvernement a proposé une nouvelle taxe fort controversée sur les importations. Craignant que cette taxe nuise à leurs affaires, les marchands locaux ont accordé leur appui au mouvement de réforme. Les réformateurs affirmaient que ces droits d'importation n'avaient pas reçu l'accord du Parlement. Leur campagne a réussi à convaincre à la fois les protestants et les catholiques, les pêcheurs et les marchands. En 1828, le groupe a envoyé une autre pétition au Parlement britannique en alléguant que les colons avaient le droit d'avoir leur propre gouvernement. Au même moment, des changements ont eu lieu au sein du gouvernement britannique. En 1830, le parti Whig libéral a remplacé le parti Tory à la tête du gouvernement à la Chambre des communes du Royaume-Uni. Sous la gouverne du premier ministre Charles Grey, les Whigs ont accordé un appui plus grand à la réforme politique que ne l'avaient fait les Tories avant eux. Londres a aussi réalisé qu'en autorisant Terre-Neuve à s'autogouverner, ses obligations financières envers la colonie diminueraient considérablement. Les défenseurs de la réforme politique ont fait pression sur Grey au cours des premières années de son mandat. Ils ont finalement eu gain de cause en 1832, quand la Grande-Bretagne a consenti à l'instauration d'un gouvernement représentatif. Une élection a eu lieu à l'automne de la même année, et le nouveau gouvernement a pris le pouvoir en 1833.
Ce fut une première étape importante pour l'instauration d'un gouvernement démocratique à Terre-Neuve et Labrador. Ce n'est toutefois qu'en 1855, lors de l'instauration du gouvernement responsable, que les représentants élus ont enfin pu exercer un pouvoir de décision.